Donc, on va passer à une présentation qui s'intitule Les répercussions du travail à distance sur les stagiaires en traduction. Et elle nous est présentée par nul autre que notre animatrice de clavardage, Émilie Gobeil-Roberge, qui est traductrice agréée et responsable adjointe des stages pour les programmes en traduction de l'Université Laval. Donc, dans le cadre de ses recherches doctorales, elle s'intéresse à la quantification des apprentissages des étudiants en traduction au cours de leur séjour dans le monde professionnel. Donc, Émilie, je te cède la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Ce serait très rigolo que ça ne fonctionne pas, considérant que c'est moi qui étais supposée d'aider avec ça toute la journée. Et voilà, ça devrait fonctionner. Super. Alors, je voudrais commencer par m'excuser à Anna, dont j'ai manqué la question dans le chat parce que j'étais beaucoup trop occupée à être stressée pour la présentation que je commence maintenant. Voilà. Alors, je tiens d'abord à souligner que je suis présentement à Québec sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Donc, merci Anna. Je voudrais aussi remercier les organisatrices du colloque pour cette occasion d'y participer, mais aussi de faire, comme le disait Alexandra gentiment, mon premier colloque de grandes personnes. Euh, alors, je me présente, Émilie, vous m'avez vu la binette depuis 2 jours. Je suis étudiante au doctorat en traduction, en fait en linguistique, profil traduction ici à l'Université Laval. Je m'intéresse à la mesure des compétences des étudiantes qui effectuent leur stage en traduction. J'ai fait ma maîtrise sur un sujet vraiment très connexe qui est de comment maximiser l'apport pédagogique des stages pour les étudiantes en traduction. J'ai été dans le passé entrepreneur et j'ai obtenu l'occasion d'accueillir des stagiaires à la maison. Donc, c'est pour ça mon intérêt pour les stages au départ. Et comme le disait gentiment Patrick, je suis en ce moment responsable adjointe des stages pour les programmes en traduction de l'université. Donc, j'accompagne les étudiants et les milieux de travail pour s'assurer que tout se fait correctement. Vous remarquerez que j'utilise le féminin générique dans ma présentation. C'est tout simplement une habitude que j'ai prise dans la rédaction de mon mémoire et que je maintiens pour des raisons évidentes. Là, 85% des traductrices sont des femmes, donc pourquoi pas? C'est parti. Bon, d'abord, quelques précisions terminologiques. Je vous demande de me donner juste un tout petit peu de patience. Je sais qu'il est vendredi 15h30. Le télétravail, on comprend généralement ce que c'est. C'est tout simplement des gens qui travaillent loin du bureau central et qui n'ont pas de communication réelle avec leurs collègues. Par contre, ils sont capables de communiquer avec eux avec l'aide de la technologie. Je veux dire que quand je parle de télétravail, c'est de ce concept-là que je parle et que quand je parle de comodal ou de travail hybride, c'est tout simplement des gens qui font du télétravail de cette façon-là, mais qui font aussi du travail plus traditionnel, donc en bureau. Ça peut se faire de plusieurs façons. Il y a des stages où les étudiantes vont passer, par exemple, les 2 premières semaines en entreprise et ensuite de ça vont être à la maison. Il y en a d'autres où ils vont faire une journée par semaine en entreprise. Donc, quand on parle de travail commodal ou hybride, c'est ce que je veux dire. Donc, je ne vous ferai pas un historique du télétravail pour des raisons de temps, mais je peux vous dire que ça date pas d'hier. Le premier cas recensé de télétravail date de 1877 dans le domaine bancaire en Europe, donc ça date pas d'hier. Bien sûr, l'avènement des technologies de l'information a démocratisé et facilité l'accès au télétravail. En 2013, on calculait qu'environ 1,3 milliard de télétravailleuses oui, étaient en télétravail dans le monde. Mais évidemment, la pandémie de COVID a précipité le basculement au télétravail dans tous les domaines qui le permettent. Au Québec, donc, on parle de 10 à 15% des employés qui travaillaient à distance avant la pandémie. Aujourd'hui, en 2021, on parlait de 51% de ces travailleurs-là. Donc, c'est un énorme mouvement qui s'est fait. Quand j'ai commencé à m'intéresser sur le télétravail et les stages, j'avais 2 postulats de départ. En fait, je m'intéressais aux répercussions sur 2 groupes en particulier, les femmes et les personnes nécessitant des accommodements. Donc, du côté des femmes, en 2001, Daniel Gabriel Tremblay s'était déjà intéressé aux répercussions sur la conciliation travail-famille des stages. Donc, il faut croire qu'il y avait assez d'occurrences pour que ce soit intéressant à étudier. Euh,
Ce que je veux savoir, c'est si en 20 ans, les répercussions ont changé sur la conciliation travail-famille pour les femmes. Et pendant la pandémie, on le sait, les étudiantes en situation de handicap ou qui vivent avec la maladie ont eu des problèmes d'accessibilité importants. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir si le travail à distance, dans le cas des stages, amplifiait ces problèmes-là ou les simplifiait. On va regarder ça. Mais comme d'habitude, les résultats des sondages que j'ai faits ont confirmé certaines de mes prépositions, infirmé complètement d'autres et ouvert des questions auxquelles j'avais même pas pensé, ce qui est tout l'intérêt de faire ce genre de processus-là. Donc, l'échantillon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un recours au questionnaire avec des questions à choix de réponse à des stagiaires de l'Université Laval. Je leur ai posé aussi quelques questions ouvertes juste pour justement ouvrir l'aperçu de leur expérience pour obtenir un portrait plus exact de la situation. Je vais me baser aussi un peu sur mes observations de terrain, donc en tant que responsable des stages et qu'auxiliaire d'enseignement, mais évidemment, toutes les statistiques qui vous sont présentées proviennent des sondages et pas de mes observations personnelles. Euh, donc, les stagiaires qui ont été interrogés ont tous fait des stages en 2021 ou 2022. Tous les stages ont été crédités dans le cadre de leurs études à l'Université Laval, oui. 76% étaient des femmes, 19% des hommes et 5% non-binaires, ce qui est assez représentatif de ce qu'on voit dans nos classes en général. Même chose pour les tranches d'âge, 57% avaient 20 à 25 ans et 43 plus de 25 ans. Il faut dire que les gens de la maîtrise professionnelle ont aussi été interrogés, ce qui peut expliquer pourquoi il y a peut-être une plus grande proportion de gens de plus de 25 ans qu'habituellement, mais à la maîtrise, on sait, les étudiantes ont tendance à être un petit peu plus âgées. Et âgés, plus de 25 ans, là, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'âgisme ici. Là. 76% des étudiantes interrogées ont fait leur stage entièrement à distance. Il faut noter qu'il y a certaines de ces personnes-là qui ont fait le stage à distance par choix. Pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons de situation géographique. On a beaucoup d'étudiantes à l'Université Laval qui viennent de la Gaspésie ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui étaient retournées dans leur région pendant la pandémie et qui n'étaient pas prêtes à revenir à Québec. Donc ça, c'est une raison. Et on a aussi des gens qui, évidemment, avaient des charges à la maison, des personnes à charge, des enfants, des animaux de compagnie, c'est non négligeable, mais beaucoup de gens dans les résultats du sondage m'ont parlé de la possibilité de rester avec leur chien. Apparemment, c'était très important. Et 24% des stagiaires ont fait un stage en mode commodal, donc ils ont au moins passé une partie de leur temps sur place dans leur milieu de stage. Certaines questions que j'ai posées aux étudiants m'ont donné des réponses auxquelles je ne m'attendais pas. Je me préparais à qualifier les compétences acquises selon le niveau de préparation des milieux. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, les milieux, ils étaient tous prêts. Puis la raison pour laquelle ils étaient prêts, c'est parce que les milieux n'ont pas accueilli de stagiaires en 2020 et au début de 2021. Ils ont tout simplement fait abstraction de cette chose-là parce qu'il y avait déjà probablement assez de choses à gérer. Donc, quand les stagiaires ont été intégrés dans les milieux en télétravail, les milieux étaient déjà en télétravail depuis 1 an. Alors, il n'y avait pas de mode artisanal, tout le monde était prêt, les stagiaires avaient des plateformes qui étaient complètes, des rencontres Zoom avec des gens qui savaient comment ça fonctionnait, des logiciels Teams complets. Puis certaines entreprises ont même prêté du matériel aux stagiaires. Donc, que ce soit des logiciels ou des licences donnant accès à certains logiciels ou carrément des ordinateurs qui ont été envoyés par la poste ou du matériel pour améliorer leur ergonomie, donc des chaises ou des supports d'écran pour s'assurer que les étudiantes qui travaillaient à la maison ne se blessaient pas. C'est quelque chose qui m'a surpris que pour des stages de 3 mois seulement, les entreprises soient prêtes à faire ces dépenses-là. Il est aussi intéressant, je croyais vraiment que l'accompagnement en mode virtuel serait moins bon que l'accompagnement que j'avais évalué lors de mon mémoire de maîtrise, mais il semblerait que ce n'est pas le cas. Les cotes attribuées par les étudiantes à leur accompagnement par leur superviseur en milieu de stage sont tout à fait équivalentes aux cotes que j'avais obtenues quand j'ai fait mon étude sur des étudiantes qui avaient fait leur stage pendant et hors de la pandémie. Donc, c'est certain que on sent dans les réponses ouvertes que les étudiants étaient plus indulgentes envers leurs employeurs parce qu'ils comprenaient que c'était une situation inédite, mais la plupart disaient avoir été encadrés de façon suffisante et correcte. Par contre, il y a un point sensible qui revient beaucoup et c'est le sentiment d'appartenance au milieu de stage.
Ce que vous voyez à l'écran, c'est les résultats de la réponse à la question à quel point sentiez-vous un sentiment d'appartenance avec le milieu de stage qui vous a accueilli? Environ 30% disaient un sentiment faible à très faible, un 30% disaient fort à très fort et un 40% adéquat. La plupart des étudiantes, oui, excusez-moi, qui ont dit qu'il y avait un sentiment d'appartenance soit fort ou très fort, ont beaucoup parlé de la bonne volonté des employeurs. Donc encore là, je pense qu'il y avait une certaine indulgence de la part des étudiantes, mais je pense aussi qu'il y a des employeurs qui ont fait beaucoup d'efforts pour accueillir les stagiaires, même s'ils étaient à distance. Puis 30% des étudiantes dans leur réponse ont dit la distance, ça favorise pas vraiment les rapprochements. Donc on voit que c'est une réelle problématique quand les étudiants ne sont qu'à distance. Pourquoi c'est important? Vous allez me dire, ils ne sont pas en vacances, ils s'en vont travailler. Pour le point suivant, dans ma recherche de maîtrise, j'ai tenté de démontrer que l'accompagnement en milieu de stage était un des éléments clés pour maximiser l'apport pédagogique d'un stage. Et ici, c'est un peu une preuve, je vais mettre des guillemets, de ça, c'est que quand j'ai demandé aux étudiantes s'ils étaient à l'aise de poser des questions à leur superviseur, 47% m'ont dit qu'ils étaient très à l'aise, 42% à l'aise et 9% m'ont dit qu'ils étaient mal à l'aise. Donc déjà, on a un 9% d'étudiantes qui n'est pas à l'aise de poser des questions à leur superviseur, ce qui est un problème en soi. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans les personnes qui ont dit être à l'aise et très à l'aise, il y en a quand même 16% qui ont dit qu'ils étaient gênés de poser des questions et 12% qui ont dit qu'ils étaient réticentes à ne pas déranger. Donc, si on accumule notre 9% plus notre 16 plus notre 12, on se retrouve avec une proportion assez importante d'étudiantes qui n'ont pas posé toutes les questions qui leur sont venues à l'idée, qui n'ont pas osé déranger leur superviseur. Et puis ça peut être un frein important à leur apprentissage. Ça peut aussi leur apprendre à se débrouiller eux-mêmes. Mais ça peut être un frein à leur apprentissage, voire les mettre en mode auto-formation où ils s'arrangent un peu avec les moyens du bord, puis ils n'ont pas la bonne réponse à leur question ou une réponse qui leur permettrait de gagner en efficacité, en tout cas. J'ai demandé aux étudiantes d'évaluer différentes compétences avant et après le stage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une échelle de 1 à 10. J'ai demandé aux étudiantes, d'après toi, tes compétences en traduction se situaient où avant ton stage et où après ton stage. Bon, évidemment, ce n'est pas une évaluation qui est exacte des compétences. C'est pour ça que dans ma thèse de doctorat, je vais me pencher sur comment est-ce qu'on pourrait évaluer ça de façon plus exacte. Mais ça nous donne en tout cas une impression de ce que les étudiantes se disent. Donc, pour les compétences de traduction ou d'autorévision, les étudiantes disent avoir gagné la même quantité de compétences en télétravail qu'en milieu de travail, ce qui est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les milieux de travail ont fait un bon travail. Là où on voit une beaucoup plus grosse différence, c'est le travail en équipe. Les étudiants en général se notent très bien sur le travail en équipe, malgré le fait que la plupart des employeurs nous disent que c'est un problème dans les milieux de travail, mais les étudiantes ont toujours l'impression qu'ils sont très fortes en travail en équipe. D'ailleurs, dans le mémoire, quand je leur demandais d'évaluer leurs compétences avant et après, il n'y avait pas de gain. Ils disaient non, moi j'étais prête, c'est parfait. Dans l'étude que j'ai faite maintenant sur des étudiantes qui ont fait que des stages en télétravail, ils ont gagné 2 points sur le travail en équipe. Donc, malgré le fait qu'elle ait été laissée un peu plus à elle-même, puis qu'il n'y ait pas eu d'équipe physique autour d'elle, ils ont l'impression d'avoir appris plus à travailler en équipe en étant à distance, ce qui est très intéressant comme résultat. Même chose pour la gestion de projet. La plupart des étudiants se considèrent pas très bonnes en gestion de projet. La moyenne des résultats est assez basse. Dans le mémoire, ils parlaient d'avoir gagné environ 1 point entre avant et après le stage, mais dans l'étude que j'ai faite ici pour les étudiantes en télétravail, on fait un gain de 3 points. Donc, les étudiantes considèrent vraiment avoir gagné beaucoup plus en gestion de projet et en travail en équipe, en travaillant à distance. Il est donc possible de penser que leur autogestion, ça les a rendus un peu plus autonomes, ou en tout cas, ça leur donne l'impression qu'elles sont plus autonomes. Il restera à mesurer ces compétences-là de façon plus exacte, disons. Puis qu'est-ce qu'il y en est des groupes sélectionnés? Donc, les femmes et les personnes qui nécessitent des accommodements, qu'est-ce qui s'est passé finalement avec leur situation?
En 2001, Diane Gabrielle Tremblay, dont je vous parlais tout à l'heure, lors de son sondage, elle a obtenu un résultat: 5% des hommes et 8% des femmes affirmaient que leur motivation pour aller travailler à la maison, c'était la conciliation travail-famille. La question que vous avez à l'écran est un peu différente. Moi, ce que je leur ai demandé, c'est à quel point est-ce que cette conciliation-là influence leur choix concernant leur milieu de travail ou d'études. Comme vous pouvez le voir, le changement est dramatique, là. En 20 ans, les étudiantes attribuent beaucoup plus d'importance à la conciliation travail-famille dans leur choix de milieu de stage et d'études. Il y a seulement que 9% qui disent que ça ne fait pas de différence. Pour le reste, en général, ça fait une bonne différence pour eux. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que quand euh, Diane Gabrielle Tremblay, oui, j'allais l'appeler Gabrielle Diane, a fait ses discussions avec les travailleuses, elle s'est rendue compte que les femmes qui n'avaient pas choisi l'avantage de la conciliation travail-famille, dans leurs commentaires, disaient quand même: ah, mais ça me permet d'aller faire des commissions, ça me permet de faire ci, de faire une brassée de lavage. Donc, même si les femmes ne disent pas que la conciliation travail-famille est une partie importante de pourquoi elles veulent travailler à la maison, ça reste une partie importante de ce qu'elles font quand elles sont à la maison. Elles vont mettre sur leurs épaules plus de tâches en rapport avec la conciliation travail-famille quand elles sont à la maison. C'est aussi ça qu'on observe dans nos résultats. Donc, quand on leur demande comment les milieux leur ont permis de concilier la conciliation travail-famille, en général, c'est très bon. Les milieux leur ont bien permis de concilier, les horaires étaient flexibles, ils travaillaient à distance, donc en général, c'est bien. Quand je leur demandais d'évaluer comment le mode de travail a fait une différence sur leur conciliation, la majorité ont dit facilité, 23, quand même le quart ont dit que ça n'a pas eu d'influence, mais quand on regarde les réponses de n'a pas eu d'influence, c'est exactement la même histoire qu'en 2001. Ça n'a pas eu d'influence, mais je peux faire les lunchs pour les enfants le matin. Ah, sur le midi, je peux aller faire des commissions. Ah, je fais l'épicerie sur l'heure du midi. Donc, ça n'a pas d'influence, mais au bout de la ligne, c'est quand même ce qu'elles font. Ça fait quand même partie de ce qu'elles ajoutent dans leur assiette quand elles travaillent de la maison. Beaucoup ont parlé aussi du transport, de sauver des heures de transport. Je pense qu'à Québec et à Montréal, entre autres, c'est des facteurs encore plus décidants. Puis pour ce qui est des personnes qui vivent en situation de handicap ou qui ont besoin d'accommodement, malheureusement, on avait peu de participants qui ont répondu au sondage puis qui avaient besoin d'accommodement. Donc, c'est un échantillon qui est très petit. Pour répondre à votre question, M. Zapata, c'est 28 étudiantes qui ont répondu au sondage. Mais il est important de noter, par exemple, que les étudiantes qui ont besoin d'accommodement ont sans aucune exception dit que le fait de travailler à la maison avait amélioré leur capacité à profiter des accommodements et même dans certains cas, carrément éludé le fait d'avoir besoin d'accommodement. Donc, parce qu'ils étaient à la maison, parce que leur milieu familial est déjà adapté à leurs besoins, ils n'ont pas eu besoin d'accommodement. Puis la citation que vous voyez à l'écran, c'est une citation de Bono qui dit: si avant la pandémie, certaines personnes se voyaient refuser la possibilité de travailler à distance sous prétexte que l'organisation n'avait pas les outils ou l'argent, cet argument a été balayé en quelques jours à peine. Effectivement, quand la pandémie est arrivée, tout d'un coup, les gens qui ne pouvaient pas travailler à la maison en raison de leur handicap, tout d'un coup, tout le monde pouvait travailler de la maison. Donc, à mon avis, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a des gens dont la vie ne permet pas de se déplacer tous les jours, ou en tout cas dont la vie est grandement facilitée par le télétravail. C'est donc important de conserver ça en tête quand on fait le choix des stages pour nos étudiants. En conclusion, comment est-ce qu'on fait pour atténuer les répercussions négatives? Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le sentiment d'appartenance? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les gens qui ont besoin d'accommodement ou qui ont besoin de travailler à distance le font? Mais ça passe par quelqu'un à l'intérieur de l'administration universitaire qui le sait, qui est sensibilisé à ça, qui s'assure que les étudiantes qui ont besoin de mesures de télétravail y ont accès. Donc, par exemple, de savoir que si j'ai 6 étudiantes qui ont besoin d'études de télétravail, je les contacte en premier quand il y a le temps de donner les places de stage qui le permettent. Il faut mentionner au milieu ces conclusions-là, puis leur dire: les étudiantes en télétravail ont plus de difficultés à poser des questions, n'hésitez pas à leur tendre la main et à leur rappeler que c'est important.
Il faut aussi préparer les étudiantes pour leur dire, même si tu es en télétravail, tu peux poser des questions, gêne-toi pas d'aller à ton superviseur. C'est bien qu'ils s'autonomisent, mais c'est bien de les préparer aussi à à cette réalité-là. Puis je pense travailler peut-être sur un petit mini-guide justement à donner aux stagiaires pour les préparer à ce genre de choses-là. Et dans les prochaines années, j'aimerais vous faire une présentation de la même chose, mais avec des résultats plus quantifiables. Donc, j'espère être capable de pouvoir faire ça au cours des prochaines années. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que je ne vous ai pas assommé. Et je suis prête pour les questions. En fait, c'est parfait, encore une fois. Merci beaucoup.